Imaginez-vous debout dans une cour de gravier ratissée, dans le Marais, des touristes qui passent nonchalamment, quelqu'un qui consulte une carte sur son téléphone, le panneau des archives nationales posé discrètement au-dessus du portail, et vous réalisez que cet endroit n'a jamais été destiné à devenir une archive. Il était censé faire honte à Versailles. Un prince criblé de dettes qu'il n'aurait jamais dû pouvoir rembourser a commandé les intérieurs rococo les plus célèbres d'Europe, les a ornés de plafonds signés Boucher et de chuchotements d'intrigues politiques et a bâti une cour rivale au sein d'une ville qui en possédait déjà une. Puis tout a été dépouillé, saisi et transformé en armoire à dossiers pour la République qu'a détruit le monde qu'il représentait. Presque personne qui franchit ce portail ne sait où il se trouve réellement. Corrigeons ça. Tenez-vous sous la colonnade de la rue des Francs-Bourgeois et observez les proportions. L'élan de l'entrée, la géométrie de la cour d'honneur, tout cela a été conçu comme un théâtre. L'architecte qui a dessiné cet ensemble en 1705 venait tout juste de terminer des travaux à Versailles. Il a apporté la même séquence d'entrée, le même calcul de l'arrivée, la même logique qui veut que le pouvoir soit lisible avant même d'atteindre la porte. Et sur le même gravier où vous vous tenez maintenant, des carrosses arrivaient, perruques poudrées, livrées, grincement des roues dorées, et chaque arrivée était un spectacle pour ceux qui observaient depuis les fenêtres. L'homme qui a commandé tout cela, Hercule Mériadec de Rohan-Soubise, était, dit-on, presque ruiné lorsque la construction a commencé. D'où venait réellement l'argent? Gardez cette question en tête, car la réponse implique un acte de propriété et quelques vieux ossements, et nous y viendrons. D'abord, avancez vers le bâtiment central, le corps de logis principal, et levez les yeux vers les hautes fenêtres. Derrière elles se trouvent aujourd'hui des salles de lecture d'archives, une lumière fluorescente, des chercheurs avec des demandes de documents. Ce qui se trouvait derrière elles en 1710, c'était le Salon Ovale, l'un des intérieurs les plus célèbres d'Europe. Boucher a peint ici, Van Loo a peint ici. Le programme du plafond était conçu pour évoquer l'Olympe, des dieux arrangés pour ressembler à des aristocrates ou des aristocrates arrangés pour ressembler à des dieux. Et les contemporains, d'après plusieurs témoignages qui nous sont parvenus, n'arrivaient pas toujours à distinguer l'allégorie de la flatterie. Et voici quelque chose qui devrait vous arrêter. Plusieurs de ces tableaux ont été retirés pendant la Révolution et redistribués. Ce qui est accroché dans les salles restaurées aujourd'hui, ce sont des remplacements. Les originaux se trouvent dans un tout autre bâtiment. Le salon a gardé sa forme. Il a perdu son âme à une autre adresse. Et c'est là que ça devient étrange, car la femme qui a donné toute son importance à ce salon n'était pas l'épouse du prince. Avancez dans la suite des appartements restaurés et pensez à Anne-Marie de la Tour d'Auvergne, la princesse de Soubise. Elle tenait un salon dans ses pièces qui, d'après les témoignages de l'époque, fonctionnait comme une cour parallèle officieuse. Des ministres venaient, des écrivains venaient aussi. Des décisions étaient prises ici sans jamais être officialisées à Versailles. Deux mémoires qui nous sont parvenues la décrivent comme la femme la plus influente politiquement à Paris, sans aucun titre officiel. Elle recevait des personnes que la cour rejetait officiellement. Elle négociait des arrangements qui n'apparaissaient jamais dans la correspondance. Elle a instauré, dans ses pièces dorées, une culture familiale opérant juste en marge des protocoles du pouvoir royal. Et cette culture, des décennies après sa mort, allait engendrer l'un des scandales les plus catastrophiques de tout l'Ancien Régime. Nous y arriverons. Mais d'abord, allez au jardin. Derrière le bâtiment principal se cache un jardin à la française paisible que la plupart des visiteurs ignorent complètement et dont ils ne comprennent pas vraiment la véritable nature. Cette adresse est occupée sans interruption depuis le XIVe siècle. La famille Clisson d'abord, puis les Guise, puis les premiers Rohan. Chaque vague a démoli et reconstruit sur le même emplacement. Et la tour médiévale d'origine, la tour de Clisson, est toujours là, intégrée dans le mur nord, antérieure au palais qui l'entoure de 300 ans. La plupart des visiteurs passent devant sans y prêter attention. C'est l'une des plus anciennes structures médiévales encore debout à Paris et elle se cache à l'intérieur d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Maintenant, parlons de l'argent. La fortune des Soubise, qui a financé la reconstruction de 1705, provenait en grande partie d'une pension militaire royale et d'une alliance matrimoniale avec la branche des Guise, qui a apporté avec elle le titre de propriété d'origine. Il n'a pas bâti sur une nouvelle richesse.
Il a bâti sur un terrain hérité, un titre hérité et des fondations très anciennes. Cet endroit n'a jamais été un seul bâtiment. C'était 4 bâtiments occupant la même adresse sur 4 siècles, chacun dévorant le précédent. Ce qui nous amène à l'aile voisine, l'hôtel de Rohan, relié par un passage. Même famille, haute branche et nettement plus dangereuse. Le cardinal de Rohan a construit sa résidence ici et en 1785, cette adresse est devenue l'épicentre de l'affaire du collier de diamants. Le cardinal a été manipulé par une escroquerie d'une complexité presque baroque, le poussant à croire que Marie-Antoinette voulait qu'il achète en secret, pour elle, un collier contenant 2800 diamants. Ce n'était pas le cas. Il a été arrêté. Le scandale qui a suivi a contribué à détruire la crédibilité publique de la monarchie plus rapidement que n'importe quel pamphlet révolutionnaire. Et voici la conséquence. La culture des salons que la princesse de Soubise avait instaurée ici des décennies plus tôt, cette habitude de recevoir les mauvaises personnes, de négocier des arrangements officieux, d'opérer dans l'écart entre le protocole officiel et le pouvoir réel, avait forgé une réputation familiale qui rendait la crédulité du cardinal plausible. L'affaire du collier de diamants était, d'une certaine manière, l'aboutissement logique d'une culture que ces salons avaient façonnée pendant 50 ans. Et puis, la Révolution est arrivée, sans frapper à la porte. En 1790, le bâtiment a été saisi. Les mêmes pièces qui abritaient des plafonds de boucher et des tables de jeu ont été transformées en dépôt central des Archives nationales françaises. Et voici le détail qui devrait vraiment vous troubler. Les premiers documents entreposés ici comprenaient les papiers confisqués des familles mêmes qui l'avaient construit. Des employés républicains ont catalogué les archives Rohan dans les salons Rohan. La transformation a été si totale et la fonction d'archive si durable que le bâtiment n'est jamais revenu dans des mains privées. C'est toujours les archives nationales, mais la véritable disparition n'a pas été causée par la Révolution. Reculez jusqu'à la rue des Archives, regardez les boutiques, les cafés et le marais confortable d'aujourd'hui et comprenez ce qui s'est passé au XIXe siècle. La reconstruction d'Haussmann a attiré la richesse parisienne vers l'ouest, avec de nouveaux boulevards, une nouvelle géométrie, le 8e arrondissement devenant la nouvelle adresse de l'ambition. Les grands hôtels particuliers du Marais ont été abandonnés par l'aristocratie, puis subdivisés, transformés en ateliers et en entrepôts. D'après certains récits, la cour de Soubise servait en partie de dépôt vers 1901. Les salons rococo étaient inaccessibles, laissés à l'abandon, ensevelis sous un trop-plein de documents. Le lieu a été perdu au profit de la logique immobilière à cause du simple déplacement de l'argent vers l'ouest qu'Haussmann avait sciemment orchestré, laissant le Marais décliner pendant un siècle, tandis que le nouveau Paris se construisait ailleurs. La restauration systématique n'a commencé qu'avec les lois sur le patrimoine de Malraux dans les années 1960. Revenez à la grille de la cour alors que la lumière décline. Le gravier capte les derniers rayons de l'après-midi. La colonnade projette de longues ombres vers l'est. Un chercheur s'en va avec un sac rempli de photocopies de documents, la fin ordinaire d'une journée ordinaire aux archives. Voici la chose ultime. Le bâtiment a survécu. Le monde qu'il était censé dominer, non. Et quelque part à l'intérieur, dans l'une des salles de lecture, dans l'un des dossiers, dans l'un des rayonnages, il y a un document qui consigne le moment juridique exact où cette adresse a cessé d'appartenir à ceux qui l'avaient construite. L'ordre de confiscation, l'inventaire, la paperasse de l'effacement conservée à l'intérieur du bâtiment en train d'être effacée. Les archives ont dévoré leur propre histoire d'origine. Et le gravier est toujours le même gravier.